Chaque seconde dans le monde, on produit 10 tonnes de plastique. Et toutes les 2 secondes, 1 tonne finit dans les océans. Au point qu'en 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans la mer. Face à ce fléau mondial, certains consommateurs déclarent la guerre au plastique. Et de plus en plus de marques s'engagent à recycler leurs emballages, notamment la plus emblématique d'entre elles. Il faut créer une économie du recyclage. Et ça, on peut le faire. On a l'impression que vous jouez double jeu. C'est pas un double jeu si ça ne reflète pas notre politique aujourd'hui. Derrière les belles promesses, nous avons enquêté sur les stratégies secrètes de Coca-Cola. Coca-Cola vend une boisson qu'on connaît tous, qui est marron, qui est sucrée. Mais Coca-Cola vend d'abord du plastique et des bouteilles en plastique. Le plastique, ça a quand même plus de gueule. Pour utiliser toujours plus de plastique l'esprit tranquille, certains industriels ont trouvé la parade. Désigner un autre responsable de la pollution. Vous. C'est vous le coupable. Donc en gros, c'est les gens qui sont irresponsables, qui sont les pollueurs, mais c'est jamais les industriels qui fabriquent les objets. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Ah, oui. D'accord. Oui. Ceci n'est pas un film de science-fiction. Cette scène a été filmée sans trucage. Nous sommes en 2018 sur Terre et nous marchons littéralement sur une plage de plastique. C'est Sarah Jeanne Royer, une océanographe québécoise, qui nous a conduits ici. Dans cette réserve naturelle, devenue un symbole de la pollution du XXIe siècle. Nestlé, on en trouve beaucoup, hein? Une petite pelle pour ramasser les poussières. Des petits produits de la vie de tous les jours. Ça, c'est du plastique à usage unique que les gens utilisent un peu tous les jours pour leur goûter, pour leur travail. Des objets en plastique sur la plage, on en a déjà tous vus. Mais jamais autant, et jamais dans un lieu aussi isolé. Ah oui, on ne vous a pas dit. Nous sommes au milieu de l'océan Pacifique. Là, exactement, tout au sud d'Hawaï. Et tout le plastique recraché par la mer vient de loin, de très très loin. C'est japonais. Tu peux voir les petits symboles ici. Hop. Ça a traversé l'océan? Ouais. Puis en plus, ça a pris plusieurs années sans doute, parce que sinon, on ne verrait pas une quantité aussi énorme de coraux. Si vous n'avez pas encore réalisé, c'est le moment de vous le dire. Le plastique, c'est résistant, extrêmement résistant. Et d'ailleurs, c'est sa plus grande qualité et son plus gros défaut. Le plastique, il disparaît pas. Il reste, puis il devient de plus en plus petit. Et même quand on n'est pas capable de le voir, ben, c'est des molécules chimiques qui existent toujours, qui n'est pas du tout naturel dans l'écosystème ici. Si cette pollution visible vous fait froid dans le dos, sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. L'autre partie finit tout au fond des océans. Dans ce laboratoire au nord d'Hawaï, la spécialité maison, ce sont les animaux marins. A priori, pas le plastique. Quoique. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est clairement du plastique. À force de trouver du plastique dans le ventre des poissons, Jessica Perelman a commencé une collection un peu spéciale. De temps en temps, on trouve des sacs entiers. Celui-ci était tout chiffonné quand je l'ai trouvé dans l'estomac. Je n'avais aucune idée de ce que c'était jusqu'à ce que je le déplie.
Et vous avez réagi comment quand vous avez trouvé ça dans l'estomac? J'étais sous le choc. J'ai commencé à prendre des photos, à le mesurer, à le montrer à tout le monde dans le laboratoire. On était choqués de voir que ces poissons mangeaient vraiment ça. C'est dur à imaginer, mais c'est dans ce genre de spécimen, le poisson lancette, que la scientifique a trouvé ce plastique. Franchement, c'est vrai qu'avec sa sale tête de méchant, il fait moins pleurer que les tortues ou les dauphins, eux aussi victimes du plastique. Et a priori, lui, il avait tout pour vivre peinard, loin de la pollution. Ces poissons vivent jusqu'à 1400 mètres sous l'eau. Et clairement, ils sont en contact avec du plastique. Ça signifie que le plastique est un problème beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Car même en nageant dans de telles profondeurs, il arrive aux poissons lancettes d'ingurgiter des objets du quotidien. De temps en temps, il nous arrive de trouver le nom d'une marque, comme cette bouteille d'eau, Dasani. C'est quoi? Ça, c'est une étiquette de bouteille d'eau, une bouteille de Dasani, qu'on a trouvée dans l'intestin d'un poisson. Dasani, c'est une marque connue? Oui, Dasani, c'est une marque d'eau très connue. C'est vrai que trouver des indices comme ça dans un estomac nous permet d'identifier tout de suite l'origine du produit. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Dasani, c'est bien plus que de l'eau en bouteille. Venu tout spécialement des États-Unis, le vice-président de la multinationale, Michael Goldsman. Bonjour. Il travaille chez Coca-Cola depuis 21 ans. Il est responsable des relations publiques et on a de la chance, il est parfaitement francophone. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci infiniment. Vous êtes venu d'Atlanta exprès pour nous? Oui, je suis arrivé lundi. Ah, d'accord. Vous êtes là pour quelques jours à Paris? Oui. Vous parlez très bien français, dites-moi. J'essaie. Je vais essayer, là. Interview donc, en version originale. Coca-Cola a lancé un programme pour un monde sans déchets en 2030. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arriver à un monde sans déchets avec 4000 bouteilles en plastique vendues chaque seconde par le groupe Coca-Cola? Oui, on pense absolument que c'est possible. Vous savez, Madame Lucet, qu'on se sent vraiment responsable de ce qui se passe. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut entraîner, créer une économie circulaire. Donc, nos emballages ont de la valeur, peuvent être réutilisés. Et si nous et d'autres industriels utilisent encore plus de matières recyclées pour refabriquer les bouteilles, ça va entraîner une économie circulaire. Quel est le pourcentage de plastique recyclé que Coca-Cola met dans ses bouteilles à l'échelle mondiale aujourd'hui? D'accord. À l'échelle mondiale, on a du travail à faire. On est à 7%. Dès 2008, le groupe Coca-Cola s'était engagé, je pense, et vous allez me le confirmer, à intégrer 25% de plastique recyclé en 2015. Donc là, on est en 2018, on est toujours très très loin du compte. Vous le dites vous-même, dans le monde, la proportion de plastique recyclé dans une bouteille, c'est 7%. Comment ça se fait? Pourquoi vous n'y êtes pas arrivé? Parce que c'était difficile et vous avez raison, on n'a pas atteint nos objectifs. On est conscient, on sait qu'on a de la marge pour améliorer notre performance. Mais avec cette nouvelle stratégie, on compte y arriver. Mais on est d'accord, vous êtes quand même loin du point d'arrivée. Je suis d'accord qu'on est loin, mais on a lancé cette stratégie en janvier, donc on est en juillet aujourd'hui. Donc Coca-Cola s'engage dans une vraie politique, en tout cas c'est ce que vous dites, depuis janvier 2018, c'est-à-dire depuis un peu plus de 6 mois. On a été impliqué dans les systèmes de collecte et de recyclage dans plein de pays. On a investi en France en 2012, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous, mais oui, notre stratégie, notre nouvelle stratégie a été... Unforgettable Tanzania. À nous, l'inoubliable Tanzanie, comme le dit le monsieur de l'Office du tourisme. Avec ses incroyables paysages. Et ses incroyables plages immaculées. Sans oublier ses safaris, les meilleurs d'Afrique. Mais ce que l'Office du tourisme a oublié de préciser, c'est que la Tanzanie, c'est aussi l'incroyable pays du Coca-Cola.
Ici, on attend les bus en rouge et blanc. On longe des murs rouges et blancs, et dans les jardins d'enfants, on se balance en rouge et blanc. À force de voir le logo partout, au bout d'un moment, on finit presque par ne plus le remarquer. Le bon côté des choses, c'est que dans le coin, le coca, on le trouve encore dans des bouteilles en verre réutilisables. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est bientôt fini. Alors oui, on pourrait se réjouir pour les joueurs de dames qui auront toujours besoin de bouchons en plastique. Mais ce que la firme américaine fait en Tanzanie, c'est ce qu'elle a fait aux États-Unis il y a 50 ans. Elle enterre la bouteille en verre pour imposer le plastique. Incroyable paysage tanzanien. Unforgettable Tanzania. Il ne nous aurait pas pris un peu pour des touristes chez Coca. L'économie circulaire censée résoudre le problème du plastique, voici ce que ça donne pour l'instant en Tanzanie. Mata a 50 ans et 3 enfants qu'elle élève seule. Pour nourrir sa famille, elle ramasse le plastique sur la plage. Vous cherchez quoi comme plastique? Ce qui se vend le mieux, ce sont les bouteilles comme ça. Celles en plastique un peu dur. C'est toujours bien d'en trouver, mais je les mélange avec d'autres plastiques. Pour l'instant, je n'en ai pas encore ramassé beaucoup. Tiens, une Dasani, décidément. En Tanzanie aussi, la marque est populaire. Mais surtout pour les ramasseurs de plastique comme Mata. En travaillant 8 heures par jour, elle peut ramasser jusqu'à 20 kilos de bouteilles. À 250 shillings le kilo, à peine 10 centimes d'euros, elle gagne donc moins de 2 euros. Et encore, les bons jours. Je fais ça pour gagner un peu d'argent. Mais ne croyez pas qu'on puisse vivre avec ça. Pourtant, j'y passe beaucoup de temps. Depuis quelques mois, c'est dur. Les prix ont beaucoup baissé. Pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a trop de plastique. Trop de plastique et trop de Mata qui ramasse des bouteilles vides pour vivre mal. Pour voir le visage le plus insoutenable de cette économie sauvage du recyclage, il faut s'aventurer dans la plus grande décharge du pays, celle de Dar es Salaam, la capitale économique. À chaque fois qu'un camion arrive pour déverser ses déchets, c'est la même frénésie. Excusez-moi, vous cherchez quoi? On cherche des sacs en plastique, mais aussi des bouteilles en plastique, comme celle-là. Ce genre de bouteilles, c'est ce qu'on préfère. Ce sont des bouteilles propres, transparentes, en plastique dur. C'est le mieux, mais il faut chercher parce que ce n'est pas facile à trouver. Et puis, il faut accepter de creuser à main nue dans les poubelles des autres. Des fois, on se blesse avec du verre. Des fois, on se pique avec des seringues ou des aiguilles qui traînent. Regardez, un tesson de bouteille, et là, ce pansement. À 30 ans, Moiramou en a déjà passé 2 à fouiller les poubelles pour trouver du plastique. Largement assez pour comprendre que le business du recyclage n'obéit qu'à une seule loi ici, celle du plus fort.
Nous sommes fatigués, mais nous sommes prisonniers du système. On nous impose des prix, et si l'un d'entre nous accepte, on est obligé de s'aligner. Allez, le temps de nettoyer le pare-brise, on vous emmène ailleurs. Chez ceux qui dictent leurs lois sur ce nouveau marché du plastique recyclé. On les trouve dans la banlieue de Dar es Salaam. Ce sont les entreprises qui achètent les bouteilles en plastique. Celle-ci est la plus importante du pays. Non, pas d'image. Vous ne pouvez pas filmer. Mais c'est juste pour voir. Pose-la. On la prend pas? Vous savez quoi? Nos patrons ne sont pas là. On veut juste filmer quelques images, pas d'interview. Oui, mais ils doivent être là. Alors laissez-moi parler à votre boss. Je peux lui parler. Non, ils doivent être là. Je vais leur parler. Le patron que nous avons au bout du fil est chinois, comme tous ceux qui contrôlent le business du recyclage en Tanzanie. Vous revenez quand, monsieur? Pardon? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. 2 semaines. Mais nous partons à la fin de la semaine. Ça ne va pas être possible. C'est vrai que c'est le nouvel an chinois en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis des dictons sur la porte. À gauche, il est écrit qu'il faut garder le sourire et la bonne humeur pour accueillir l'étranger. C'est peut-être pour ça qu'il a fini par nous ouvrir les portes de son usine, le patron. Vous êtes surpris? Nous, c'est pareil. On n'avait jamais vu ça. Une montagne de bouteilles vides en plastique qu'il faut gravir avec 70 kilos sur la tête. D'abord, on trouve ça beau, cette montagne bleue sur fond bleu. Et cet incessant va-et-vient de grimpeurs plus petits que leur fardeau. Et puis, on discute avec les ouvriers. Ici, le plus gros problème, c'est le soleil. Je vous promets, c'est le soleil. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut être sale. Et nous devons ramasser ça à main nue. Au pied de la montagne, ces ouvrières procèdent à un dernier tri. Elles laissent de côté les bouteilles de couleur ou les sachets en plastique. Dans les grands sacs, elles mettent les bouteilles transparentes, celles qui passent ensuite dans ces machines pour être réduites en paillettes avant le recyclage. Tout ce plastique, l'entreprise l'expédiait vers la Chine, le plus gros acheteur de plastique à recycler dans le monde, jusqu'à très récemment. C'est ce que va nous expliquer la responsable du site. Hier, quand je discutais avec les ramasseurs, ils m'ont dit que les prix du plastique s'étaient effondrés. Pourquoi? Parce que la Chine ne voulait plus de nos bouteilles. Le marché était complètement fermé de septembre à février. Il n'y avait plus de marché. Et vous avez fait quoi? Vous avez arrêté d'acheter du plastique? Oh, on a continué à acheter, à acheter. Vous voyez la montagne? Ça, c'est parce que vous ne pouviez plus vendre à la Chine? Oui. Ça s'est accumulé? Oui. Et c'est toujours compliqué de faire du business aujourd'hui avec la Chine? Oui, pour leur vendre du plastique aujourd'hui, on doit leur payer des taxes. Vous voyez? Nous n'avons jamais entendu parler de ces taxes. Ce que nous savons, c'est que la Chine a annoncé qu'elle ne voulait plus être la poubelle du monde et qu'elle refusait désormais d'importer le plastique usagé.
À la fin de notre périple tanzanien, on se dit que le business du plastique recyclé, c'est fragile. Et que l'économie circulaire chère à Coca-Cola est beaucoup moins glamour au soleil. Il en pense quoi d'ailleurs, Michael Goldsman, le vice-président de la Coca-Cola Company? Je voudrais vous montrer quelques images d'un pays où on a tourné dernièrement. Alors, je vais vous montrer ces images-là. C'est la Tanzanie. Vous êtes déjà allé en Tanzanie? Oui. Donc vous y êtes allé pour le groupe Coca-Cola? Oui. Qu'est-ce que vous y avez fait? Qu'est-ce que vous y avez vu? Ces images plaisent à personne. Hein, et on n'est pas content de ce qu'on voit là non plus. Mais c'est justement la raison pour laquelle on lance cette nouvelle stratégie. Vous savez pourquoi on est allé tourner en Tanzanie? Non. Ben, je vais vous l'expliquer. Parce qu'il y a 6 ans, Coca-Cola ne vendait en Tanzanie aucune bouteille en plastique. Que des bouteilles en verre. Elles étaient consignées. Et aujourd'hui, les usines d'embouteillage de Coca-Cola en Tanzanie misent, mais alors très clairement, sur le plastique. Pourquoi avoir fait ce choix? Le consommateur, comme je vous ai déjà dit, il y a des avantages et des inconvénients pour tous les emballages. Le consommateur cherche aussi la portabilité du boisson. Donc si vous êtes passé du verre au plastique en Tanzanie, c'est de la faute du consommateur? Non, c'était notre choix pour répondre aux demandes des consommateurs, mais ça veut dire qu'on a aussi la responsabilité de mettre en place des systèmes, ce qu'on compte faire maintenant aujourd'hui pour assurer la collecte de ces bouteilles. Mais vous êtes passé du verre au plastique il y a 6 ans, pourquoi vous ne l'avez pas mis en place à ce moment-là, ce système de collecte du plastique? Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de le faire. Bah non, ce qui compte aussi, c'est que pendant 6 ans, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes passé du verre au plastique sans prendre en compte tout le système de collecte et de recyclage qu'il fallait mettre en place. Aujourd'hui, on a une nouvelle stratégie et une nouvelle politique. On veut entraîner et créer cette économie circulaire. Vous parlez d'économie circulaire. Économie circulaire, hein, en gros, c'est le business du recyclage. Moi, j'avais envie de vous faire écouter quelques témoignages pour vous montrer à quoi ressemble ce business du recyclage en Tanzanie. Regardez. Je fais ça pour gagner un peu d'argent. Mais ne croyez pas qu'on puisse vivre avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On pense que nos emballages ont une valeur après avoir utilisé. Et si on investit à tirer la demande en utilisant plus de matières recyclées, c'est pas une question qu'il y a trop de plastique, il n'y a pas assez de demande. Donc, si nous, on tire la demande en utilisant plus de ces bouteilles en tant que matière recyclée, ça va aider, ça va créer cette économie. Mais attendez, ces gens vont se battre là pour récupérer des bouteilles, pour en tirer quelques centimes. C'est plus de l'économie circulaire, c'est l'économie de la misère. Ça, comme je vous ai dit, il faut mettre en place un système, une infrastructure où ces personnes vont avoir un vrai salaire pour pouvoir travailler dans le ramassage et la collecte des emballages. Moi, je comprends toujours pas pourquoi, quand vous êtes passé du verre au plastique en Tanzanie, vous n'avez pas mis en place l'économie du recyclage, parce que l'économie du recyclage, aujourd'hui, en Tanzanie, ça ressemble à ça. Un commentaire? Mon commentaire, c'est qu'ils ont besoin de plus de financement pour créer un système, mais on voit aussi que ce qui est collecté, ce sont des bouteilles en PET, parce que ça a de la valeur et ça peut être réutilisé. Qu'est-ce que vous avez regardé sur ces images, les bouteilles en plastique ou les hommes qui les portaient? J'ai regardé entièrement ce que vous m'avez montré. Ce qui est frappant, c'est surtout qu'ils ont des montagnes de plastique sur le dos et qu'on voit que cette industrie du recyclage en Tanzanie, elle n'est pas du tout mise en place. Ils ont des montagnes de plastique, mais ce que nous, on veut dire, c'est que c'est une ressource. Parce que pour vous, en fait, ces images, c'est de la ressource. Notre bouteille peut avoir une valeur. Toutes les bouteilles en PET peuvent avoir une valeur après leur vie, leur première vie. Quand vous voyez ces images, est-ce que vous vous dites pas, nous, Coca-Cola, on a fait une erreur en Tanzanie? Écoutez, Madame Lucet, moi, je n'aime pas voir les images. Personne aime voir ces images.
On sait qu'il y a une préoccupation sur le plastique et on met en place aujourd'hui un système pour y répondre. Est-ce que vous pouvez me dire, en Tanzanie, ce que vous avez mis en place concrètement? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez investi? Qu'est-ce que vous voulez développer pour qu'effectivement, on ne voit plus ces images? Je peux pas... On n'a pas encore lancé ce projet, mais on a des plans. Donc pour l'instant, vous n'avez rien investi? On n'a pas investi aujourd'hui. On est en train de monter le modèle en Tanzanie en utilisant ce qu'on avait fait en Afrique du Sud. Mais il faut revenir dans un an et on va voir ce qu'on a mis en place sur le terrain. Donc dans un an, il y aura quoi en Tanzanie? On va mettre en place le même genre de système. Donc il y aura une usine, il y aura... Dites-moi ce qu'il y aura. Il y a des systèmes de collecte et après il y a des systèmes de conversion, de reconvertir en matière recyclée qui peut être réutilisée. Coca-Cola vante un monde sans déchets, c'est le discours de votre PDG, M. Quincy. Est-ce qu'un monde sans plastique, d'après vous, c'est possible? Nous, on ne voit pas un monde sans plastique. On voit les avantages du plastique, la portabilité, l'impact carbone, mais on sait qu'il y a des effets néfastes et donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place le système pour le gérer correctement. Avec Coca-Cola, vous pourrez toujours savourer l'instant dans des bouteilles en plastique. Zéro déchet, ce n'est pas